Porter le nom de Hitler signifiait porter une marque impossible à effacer. Les proches du dictateur vivaient dans l'ombre d'un nom qui les rendait suspects, surveillés et pointés du doigt sans relâche. Certains étaient sous le contrôle des nazis eux-mêmes. D'autres, après la défaite allemande, ont dû faire face à des procès publics et à un rejet absolu. Plusieurs ont décidé de disparaître en changeant d'identité. D'autres ont choisi de ne pas avoir d'enfants pour que leur nom de famille disparaisse. Tous partageaient le même destin, être définis par le sang qui les unissait à celui qui était responsable de la guerre la plus dévastatrice du XXe siècle. Quel prix ont payé ceux qui sont nés dans une mauvaise famille? Comment échapper à un nom de famille condamné par l'histoire? Et jusqu'où pèse le poids d'une parenté avec Adolf Hitler? Le nom de famille maudit, l'héritage que personne n'a pu effacer. Le 8 mai 1945, avec la capitulation sans condition de l'Allemagne et la fin définitive de la guerre en Europe, l'attention internationale se tourna non seulement vers le haut commandement du Troisième Reich, mais aussi vers une question particulière, le sort des proches d'Adolf Hitler. Tandis que les armées alliées occupaient Berlin et déclenchaient les procès de Nuremberg, un petit groupe de personnes affrontait un destin inévitablement lié à un lien de sang. Ils portaient un nom de famille qui, à partir de ce jour, cessa d'être un simple identifiant familial pour devenir un symbole de condamnation universelle. Contrairement à d'autres patronymes associés aux dirigeants nazis cantonnés au fil des ans aux manuels, aux dossiers judiciaires ou aux études universitaires, le patronyme Hitler s'est immédiatement transformé en emblème sans équivoque du régime vaincu. Le caractère atypique du nom, sa sonorité unique et, surtout, la centralité absolue d'Adolf Hitler dans la structure du pouvoir national-socialiste empêchait toute distinction entre l'individu et la lignée. Dès la fin de la guerre, porter ce patronyme équivalait à une responsabilité symbolique impossible à neutraliser. La comparaison avec d'autres cas est révélatrice. Des noms comme Göring, Himmler, Goebbels ou Bormann ont été identifiés par l'opinion publique lors des procédures judiciaires et dans les documents d'après-guerre, mais leurs descendants ont eu davantage de possibilités de reconstruire leur vie, de changer de lieu de résidence ou de s'intégrer dans de nouvelles communautés. Bien qu'ils aient dû faire face à la suspicion et à la méfiance, ils n'ont jamais subi la condamnation automatique qui accompagnait le nom de famille Hitler. Dans ce cas, l'identification a été directe, sans nuances ni circonstances atténuantes. En Allemagne, la surveillance des proches était particulièrement stricte. La politique d'occupation visait à éradiquer toute trace de légitimité du régime précédent et à garantir l'absence de culte résiduel autour du dictateur. Par conséquent, les Hitler survivants étaient surveillés par les autorités militaires, les services de renseignement et les médias. Il n'existait aucune marge de manœuvre pour différencier les degrés de parenté. L'existence d'un lien familial suffisait à la société pour les interpréter comme un prolongement inévitable du passé nazi. La pression dépassa les frontières allemandes. En Autriche, pays natal d'Adolf Hitler, la recherche de traces familiales s'intensifia avec la même rigueur. La presse locale et internationale examina les archives, interrogea les voisins et publia des rapports visant à confirmer ou infirmer la possibilité de sympathies idéologiques au sein de la famille. Dans une Europe dévastée, avec des millions de personnes déplacées et des villes réduites en ruines, la figure des proches du dictateur offrit un visage concret à la question persistante du lien de sang avec la responsabilité historique. Le nom de famille suffisait à faire la une des journaux. Chaque mention était accompagnée de questions sur la continuité, la complicité ou la simple connaissance des faits. La plupart des proches ont opté pour la distanciation. Lors des entretiens et des déclarations, ils ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais participé à la vie politique ni été informés des décisions du régime. L'insistance sur l'ignorance était quasi unanime, car toute autre position aurait entraîné suspicion judiciaire et exclusion sociale. Le dilemme était clair. Pouvait-on être tenu pour coupable uniquement en raison de ces liens de sang? Sur le plan juridique, la réponse était négative. Les processus de dénazification et les tribunaux internationaux se concentraient sur les comportements individuels et non sur les liens familiaux. Aucun parent n'était poursuivi pour son nom de famille. Cependant, dans le domaine social, la perception était ambiguë. Pour de nombreux citoyens,
le sang constituait un motif suffisant de méfiance, notamment pour les sœurs, les demi-frères et les neveux qui avaient vécu avec Adolf Hitler avant ou pendant son accession au pouvoir. Les autorités utilisèrent certains d'entre eux comme témoins lors de procédures judiciaires sans qu'ils occupent la place d'accusés. L'intérêt était de déterminer dans quelle mesure la famille avait eu connaissance des projets du régime. Dans ses déclarations, Paula Hitler, seule sœur biologique survivante, affirma que sa vie s'était déroulée en dehors des cercles du pouvoir, d'abord à Vienne, puis en province. Elle répéta que ces nouvelles provenaient des journaux, comme pour tout citoyen ordinaire. Ce même argument fut utilisé par d'autres membres de la famille qui insistèrent sur la distance physique et émotionnelle comme garantie d'ignorance. Alois Hitler, demi-frère du dictateur, choisit une autre voie. Après la guerre, il modifia légèrement son nom de famille et s'installa à Hambourg, cherchant à se faire connaître du public. Sa stratégie ne consistait pas à faire des déclarations, mais à disparaître de l'attention médiatique. La modification du nom de famille constituait une tentative d'effacer le lien direct, bien que les archives officielles et les chroniques de presse aient conservé le lien intact. Angela Hitler, demi-sœur qui avait travaillé comme gouvernante à la résidence Berghof, expliqua que sa relation avec Adolf se limitait à la sphère domestique. Bien que la présence de sa fille Gélie dans la maison d'Hitler et les circonstances de sa mort aient suscité des spéculations, Angela insista sur le fait qu'elle n'avait jamais eu connaissance des crimes ultérieurs. La distinction entre le privé et le politique était au cœur de sa défense, même si elle pouvait difficilement contrer l'opinion publique. William Patrick Hitler, neveu du dictateur, choisit une voie différente. Après avoir vécu quelque temps en Allemagne durant les premières années du régime, il s'enfuit au Royaume-Uni puis émigra aux États-Unis. Là, il devint une personnalité publique critique envers son oncle, publia des articles et donna des conférences contre le nazisme. Finalement, il s'engagea dans la marine américaine et participa à la guerre contre l'Allemagne. Son parcours fit de lui un cas singulier, il utilisa sa parenté comme argument pour dénoncer le régime. Cependant, même dans son cas, l'association avec son nom de famille ne disparut jamais. Pour la presse, il resta avant tout le neveu d'Hitler, un titre qui l'accompagna toute sa vie. Dans tous ces cas, le nom de famille servait de rappel constant au-delà des comportements individuels. Les tentatives d'anonymat, les changements de nom ou le silence n'ont pas étouffé l'attention médiatique ni la surveillance sociale. Chaque trace d'un parent était traitée comme une information et chaque apparition ravivait le dilemme de la culpabilité héréditaire. La rareté du nom de famille rendait impossible sa dilution au sein de la population. Alors que d'autres noms pouvaient être confondus avec des variantes courantes, Hitler restait inimitable et ne laissait aucune place à l'anonymat. La question s'inscrivait dans un débat plus large au sein de la société allemande d'après-guerre, le poids de la responsabilité collective envers le passé nazi. Dans ce contexte, la famille Hitler représentait un cas extrême. Si la nation devait reconnaître son rôle dans l'ascension et la consolidation du régime, à quoi correspondaient ceux qui partageaient le nom de famille du dictateur lui-même? Il n'y avait pas de réponse uniforme. Certains défendaient l'innocence des proches, tandis que d'autres estimaient que le nom de famille suffisait à établir un lien irrémédiable. Les stratégies familiales variaient entre silence, déni, distanciation géographique ou exposition publique. Cependant, tous partageaient une certitude. Ils ne pourraient jamais échapper à un nom de famille qui avait cessé d'être un simple nom. Transformé en symbole absolu, il était projeté sur chaque descendant comme un rappel de l'impossibilité de séparer l'individu et la lignée. Le sort des Hitler de l'après-guerre a montré que l'histoire ne s'écrivait pas seulement sur les champs de bataille ou devant les tribunaux internationaux, mais aussi dans la vie quotidienne de ceux qui portaient un nom de famille marqué. Les années suivantes allaient déterminer dans quelle mesure ce fardeau perdurerait dans les générations futures et comment il influencerait la mémoire collective de l'Allemagne et du monde. Sans marquer, la famille prise au piège dans l'ombre du Führer. L'histoire de la famille Hitler remonte au cœur rural de l'Empire austro-hongrois au XIXe siècle. Comprendre ses origines permet d'observer comment un patronyme, né sans signification particulière, a acquis au fil du temps une charge symbolique incontournable dans l'histoire contemporaine. Dans le village de Straun, en Basse-Autriche, Maria Anna Schickel-Gruber,
grand-mère paternelle d'Adolf Hitler, naquit en 1795. Sa vie se déroula dans un environnement paysan aux ressources limitées, marqué par la tradition catholique, la morale communautaire et la rigidité d'un ordre social qui conditionnait toute possibilité d'ascension sociale. Dans ce contexte, la naissance d'un enfant hors mariage était synonyme d'un stigmate durable. À 42 ans, Maria Anna donna naissance à un enfant illégitime qu'elle prénomma Alois. Le registre paroissial mentionnait le nom maternel et laissait en blanc l'identité paternelle. L'absence de père reconnu fit d'Alois l'objet de spéculations pendant des générations, allant de l'hypothèse d'un paysan local à celle d'un marchand ambulant. Ces versions manquaient de preuves solides, mais alimentèrent la controverse sur les origines de la famille. Dans les communautés rurales, l'illégitimité limitait le prestige social et pouvait conditionner une vie entière. Cependant, Aloïs parvint à s'intégrer au monde du travail et plus tard à intégrer les douanes de l'Empire. Cette institution étatique garantissait stabilité et respect, tout en exigeant une image conforme à sa hiérarchie. Dans ce domaine, le nom de famille avait un poids considérable. En 1876, Alois demanda la reconnaissance légale comme fils de feu Johann Georg Hitler, qui avait épousé sa mère durant les dernières années de sa vie. La procédure fut officialisée par l'aval d'un curé et de 3 témoins, bien que Johann Georg ne l'ait jamais reconnu de son vivant. Dans le registre, le nom de famille fut enregistré non pas comme Hitler, mais comme Hitler, probablement en raison d'une erreur de transcription ou d'une simple adaptation phonétique. Le changement fut décisif. Schicklgruber était long et de sonorité paysanne, tandis qu'Hitler était bref, puissant et de résonance germanique. Grâce à cette modification, Alois put mieux s'intégrer dans le milieu administratif et projeter une image plus conforme à ses aspirations. Ce qui semblait être une question administrative finit par définir le nom sous lequel la famille serait commémorée. Le manque de clarté quant à l'origine paternelle d'Alois a donné lieu à des versions contradictoires. L'une des plus répandues suggérait un possible ancêtre juif, identifié comme Leopold Frankenberger de Graz. Cependant, les documents historiques excluent cette hypothèse. À l'époque en question, aucune communauté juive n'était installée dans la région, car elles avaient été expulsées des siècles auparavant et n'ont officiellement commencé à revenir que des décennies plus tard. Aucun document ne prouve non plus l'existence d'un Frankenberger à Graz à cette époque. La rumeur a gagné en notoriété car elle a été évoquée par Hans Frank, gouverneur général de la Pologne occupée, avant son exécution à Nuremberg. Bien qu'il n'ait jamais fourni de preuves, sa déclaration a alimenté l'idée d'une contradiction biographique chez le chef de file de l'antisémitisme. Cette version, dénuée de tout fondement documentaire, a été utilisée à la fois pour l'attaquer et, dans certains cercles du régime lui-même, pour présenter le prétendu dépassement d'origines impures par l'idéologie. Alois, déjà surnommé Hitler, accéda au poste d'inspecteur des douanes, ce qui lui assura un revenu régulier et un statut au sein de la petite bourgeoisie autrichienne. Il était décrit comme un homme sévère, autoritaire au travail comme à la maison, où il imposait une discipline stricte. Les sources s'accordent sur le fait qu'il recourait fréquemment au châtiment corporel et maintenait un style d'éducation rigide. C'est dans cet environnement qu'Adolf grandit, manifestant dès son enfance une résistance à l'autorité paternelle. Son désir de se consacrer à l'art contrastait avec les aspirations de son père, qui insistait sur la sécurité d'une carrière administrative. Ces tensions donnèrent lieu à des confrontations reflétant l'imposition d'un modèle d'obéissance absolue face à l'aspiration à l'indépendance du fils. Clara Pölzl, la mère d'Adolf, offrait un contraste saisissant. D'un caractère paisible et dévoué, elle entretenait une relation d'intense proximité avec ses enfants. Cousine d'Alois, elle avait besoin d'une dispense ecclésiastique pour se marier en 1885. Avant son mariage, elle avait travaillé comme domestique chez Alois, et après la mort de sa seconde épouse, elle devint sa 3e épouse. L'union suscita des commentaires en raison de la proximité de leurs parents, mais au sein du foyer, Clara assuma un rôle de soutien affectif. Sa relation avec Adolf fut décrite comme particulièrement étroite. Le docteur Eduard Bloch, qui l'accompagna dans ses derniers jours,
relatait que la mort de Clara en 1907 avait suscité chez son fils une réaction de chagrin d'une intensité peu commune, un fait consigné dans ses mémoires après la guerre. Le mariage donna naissance à 6 enfants, mais seuls Adolphe et Paula atteignirent l'âge adulte. La forte mortalité infantile de l'époque marqua la famille de pertes successives. Gustav Ida et Otto moururent infants. La mort d'Otto, décédé quelques jours après sa naissance, laissa une profonde empreinte sur Clara, qui vécut dans l'inquiétude permanente pour la santé de ses autres enfants. La coexistence d'Adolphe et Paula fut marquée par la fragilité de la vie familiale. Tous deux grandirent dans un environnement où la mort prématurée de leurs frères et sœurs faisait partie du quotidien. Dans leurs souvenirs, Paula retiendra toujours l'affection de leur mère, véritable contrepoids à la dureté de leur père. Les tensions entre Adolphe et Alois s'intensifièrent au fil des ans. Le jeune homme insista sur sa vocation artistique, tandis que son père exigeait discipline et continuité dans la tradition administrative. Les affrontements devinrent de plus en plus violents jusqu'à la mort d'Alois en 1903, alors qu'Adolphe avait 14 ans. Ce décès mit fin à un cycle de conflits, mais ouvrit un autre, marqué par l'incertitude économique et la nécessité de trouver une voie personnelle. Dans ce contexte, la figure de Clara devint le centre émotionnel de la famille. Sa mort, 4 ans plus tard, laissa Adolphe dans une situation vulnérable, privé du soutien affectif qui l'avait accompagné durant son enfance. Cette double absence, celle du père, due à un décès prématuré, et celle de la mère, due à la maladie, marqua le début d'une période de transition où les décisions du jeune homme allaient avoir des conséquences décisives pour son avenir. Le frère renégat, Alois, et la fuite de la lignée impossible. La famille proche d'Adolf Hitler ne se composait pas uniquement de ses parents et de sa sœur cadette Paula. Du fait des mariages précédents d'Alois Hitler, certains demi-frères faisaient partie de son entourage de manière plus ou moins étroite, mais jamais de manière affective profonde. Cette parenté était cependant suffisante pour qu'après la défaite du régime, leur nom soit exposé au grand jour et que le poids d'un patronyme soit devenu synonyme de condamnation. Paula Hitler est née dans les années 1890 et fut la seule sœur biologique à atteindre l'âge adulte. Sa relation avec Adolphe fut marquée par leur différence d'âge. Enfant, il était déjà à Vienne, cherchant à percer dans le monde artistique. Pendant l'ascension politique de son frère, Paula resta dans l'ombre, occupant des postes administratifs à Vienne et Munich, sans occuper de fonctions au sein de l'appareil du parti. Elle reçut cependant une allocation régulière qui lui assura une certaine stabilité. À la demande d'Adolphe, elle adopta publiquement le nom de Wolf, l'un des pseudonymes préférés du dirigeant nazi. L'objectif était de la protéger d'une dénonciation directe et d'éviter que son identité ne soit directement liée à la vie politique. Après l'effondrement du régime, elle fut arrêtée par les forces américaines. Lors des interrogatoires, elle nia toute connaissance des politiques d'extermination et fut libérée sans inculpation. Par la suite, elle mena une vie modeste en Autriche et en Allemagne, exerçant des métiers mineurs et vivant avec de maigres ressources. Elle n'accorda qu'une seule interview dans l'après-guerre, à la fin des années 50, où elle réaffirma son ignorance des décisions politiques de son frère. Elle mourut au début des années 60 à Berchtesgaden, sous le nom de Paula Wolf, lors d'une inhumation sans intérêt public. Angela Hitler, demi-sœur aînée, naquit en 1823, fille d'Alois et de Franziska Matzelsberger. Veuve depuis le début du XXe siècle, elle éleva 3 enfants dans des conditions difficiles. Lors de l'ascension d'Adolf Hitler, elle fut appelée à travailler au Berghof, la résidence alpine du dictateur, où elle occupa le poste de gouvernante. Ce poste la plaça dans un cercle de confiance auquel aucun autre membre de la famille n'avait accès. Sa fille, Gélie Robal, devint une figure clé de ce milieu. Elle vécut dans l'appartement d'Adolphe à Munich à la fin des années 1920 et mourut en 1930, et dans des circonstances officiellement qualifiées de suicide. Cet événement eut un impact immédiat sur la relation entre Angela et son demi-frère. Bien qu'elle n'ait jamais porté d'accusation publique, cet éloignement était évident et se consolida lorsqu'en 1936, elle épousa Martin Amitsch, architecte saxon, une union qu'Adolphe désapprouva. Dès lors,
Angela disparut du cercle intime, tout en continuant à bénéficier d'un soutien financier jusqu'à la fin de la guerre. Après la défaite allemande, elle s'installa à Hanovre, demeura à l'écart de la vie publique et mourut en 1949 sans laisser de mémoire ni de témoignages pertinents. Alois Hitler Jr., fils d'Alois et de Franziska, naquit en 1882. Dès son plus jeune âge, il entretint une relation conflictuelle avec son père et quitta rapidement le foyer familial. Il travailla comme serveur dans différentes villes européennes et, à Dublin, épousa Bridget Dowling, avec qui il eut un fils, William Patrick. Cependant, il abandonna sa famille irlandaise et retourna en Allemagne, où il contracta une seconde union sans avoir dissous la première, ce qui constituait un cas de bigamie. De cette union naquit Heinz Hitler, qui servit dans la Wehrmacht et mourut dans un camp de prisonniers soviétiques en 1942. Durant les années d'ascension politique de son demi-frère, Alois Jr. ouvrit un restaurant à Berlin pour attirer une clientèle proche du parti nazi. Bien qu'il n'occupât jamais de poste officiel, il tenta de tirer profit de la notoriété de son patronyme. Adolf, cependant, évitait de le mentionner en public et ne lui accordait aucune responsabilité politique. Après la défaite allemande, Alois adopta le patronyme Hiller afin de disparaître de la scène publique et résida à Hambourg jusqu'à sa mort au milieu des années 1950. Les cas de Paula, Angela et Alois Jr. témoignent de trajectoires divergentes, mais traversées par la même charge symbolique. Paula a choisi l'anonymat, Angela s'est intégrée un temps à la sphère familiale du Berghof, et Alois a tenté de tirer profit de la situation. Après la guerre, tous ont été soumis à la même surveillance sociale. Il n'y avait aucune différence entre proximité et distance à l'égard du dictateur. Leur nom de famille les plaçait dans une position de suspicion constante. Les stratégies de survie variaient entre le silence, la modification du nom ou le retrait de la vie publique. Aucune ne fut totalement efficace. Le nom de famille Hitler était trop singulier pour être dilué et trop chargé de sens pour être neutralisé. Avec la mort de ses frères et demi-frères dans la décennie qui suivit la guerre, la génération qui avait vécu directement avec Adolf disparut. Cependant, l'héritage fut transmis à leurs descendants, qui continuèrent à affronter la difficulté de vivre avec un nom qui avait cessé d'appartenir à une famille pour devenir un symbole historique de portée universelle. Le neveu rebelle, William Patrick contre le dictateur. Au sein de la famille Hitler, William Patrick fut la figure la plus controversée et la plus visible. Sa vie constitue un cas exceptionnel, puisqu'il fut le seul parent direct à rejeter publiquement le dictateur et à combattre aux côtés de l'ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa trajectoire fut marquée par l'opportunisme initial, la confrontation avec son oncle et un éloignement définitif, au point de chercher à éteindre le patronyme dans les générations suivantes. Il naquit en mars 1911 à Liverpool, en Angleterre, fils d'Alois Hitler Jr. et de Bridget Dowling, une jeune Irlandaise issue d'une famille catholique. Leur mariage fut instable dès le début. Quelques années après sa naissance, Alois abandonna sa femme et son fils, retourna en Allemagne et contracta un nouveau mariage sans dissoudre le précédent, en acte de bigamie. William grandit seul sous la tutelle de sa mère dans un environnement urbain britannique, loin des branches autrichiennes et allemandes de la famille. À cette époque, Adolf Hitler était encore inconnu hors de son pays natal et son nom de famille n'avait aucune connotation particulière. L'absence paternelle a marqué l'enfance de William. Bridget racontait que son fils était ambitieux et conscient de son nom de famille, bien qu'il n'ait eu aucun contact avec sa famille. Durant sa jeunesse, le nom d'Hitler n'était ni un fardeau ni un privilège. La situation changea au début des années 1930, lorsqu'Adolf devint célèbre en tant que chef du Parti national-socialiste. Le nom devint alors un atout inattendu pour accéder à de nombreuses opportunités. En 1933, William se rendit en Allemagne pour la première fois. Selon différentes sources, il fut invité par son oncle. Il obtint des emplois temporaires dans des institutions financières et chez Opel, constructeur automobile partiellement contrôlé par des capitaux américains. Ces postes répondaient moins à ses mérites personnels qu'à la volonté d'Adolf de le maintenir sous sa surveillance. William bénéficiait de salaires élevés et d'une certaine visibilité sociale, mais sa position resta marginale.
Il n'obtint jamais de poste au sein du parti ni dans l'administration et fut bientôt convaincu que son oncle se méfiait de lui. Le neveu chercha à accroître son influence. Il en vint à insinuer qu'il pourrait divulguer des détails embarrassants de l'histoire familiale si on ne lui en donnait pas l'occasion. Parmi les rumeurs qu'il évoquait figuraient des spéculations sur l'illégitimité d'Al-Louis et ses liens supposés avec des familles juives de Graz. Bien qu'elles manquaient de preuves, ces rumeurs pouvaient nuire à l'image de pureté raciale que le régime propageait. La tentative de pression échoua. Adolphe lui offrit un poste plus élevé à condition qu'il renonce à sa citoyenneté britannique, ce qui l'empêcherait de retourner en Angleterre. Guillaume, conscient du risque, rejeta la proposition. En 1938, il quitta l'Allemagne et retourna à Londres, où il initia une rupture définitive. De retour au Royaume-Uni, il lança une campagne publique contre le nazisme. Il écrivit des articles et accorda des interviews dans lesquelles il décrivait le caractère autoritaire de son oncle et mettait en garde contre la menace que représentait son régime. L'un de ses textes les plus célèbres s'intitulait « Pourquoi je déteste mon oncle », publié dans le magazine Look aux États-Unis. Il a également donné des conférences dans différents pays où il a combiné observations réelles et éléments sensationnalistes, profitant de l'intérêt médiatique suscité par sa parenté. En 1939, il émigra aux États-Unis avec sa mère. Là, il continua ses conférences, malgré la méfiance persistante à son égard. Certains le considéraient comme un opportuniste, d'autres comme un espion potentiel. En 1944, après avoir insisté sur sa volonté de lutter contre le nazisme, il demanda au président Franklin D. Roosevelt de s'engager dans les forces armées. Il fut accepté et rejoignit la marine américaine comme assistant médical. Il servit dans le Pacifique, fut blessé et reçut la Purple Heart. Son service militaire fit de lui le seul membre direct de la famille Hitler à avoir combattu le régime par les armes. À la fin de la guerre, il se trouva confronté à un dilemme. Le nom de famille Hitler demeurait un fardeau, même aux États-Unis. Il décida de le changer légalement en William Patrick Stewart Houston. Il s'installa à Patchogue, sur Long Island, où il ouvrit un petit laboratoire d'analyse médicale. Il épousa Phyllis, une femme d'origine allemande, et ils eurent 4 enfants, Alexander, Louis, Howard et Brian. La famille menait une vie réservée. William évitait l'attention du public, rejetait les propositions d'écrire ses mémoires et gardait le silence durant ces dernières années. Il mourut en 1987, après des décennies d'anonymat délibéré. Ses enfants conservèrent le nom de famille Stewart Houston et grandirent dans une stricte retraite médiatique. Lors d'enquêtes ultérieures, des journalistes soulignèrent qu'ils avaient conclu un pacte tacite. Aucun descendant ne serait engendré, dans le but d'éteindre la lignée familiale. Bien qu'il ne l'ait jamais confirmé publiquement, la vérité est qu'aucun n'eut d'enfant. Howard mourut dans un accident en 1989, tandis qu'Alexander, Louis et Brian continuèrent de vivre à Long Island, sans apparition publique significative. L'histoire de William Patrick Hitler illustre le paradoxe d'un parent qui a rompu avec le régime, dénoncé son oncle et combattu aux côtés des Alliés, mais qui n'a jamais pu se libérer du poids de son nom de famille. Ni son opposition publique, ni son service militaire n'ont suffi à effacer la stigmatisation. Chez ses descendants, le nom de famille s'est éteint consciemment, fermant ainsi sous silence la branche la plus visible des Hitler en Occident. La nièce prisonnière, Gélie Robal, sous le contrôle absolu. Gélie Robal fut la figure féminine la plus proche d'Adolf Hitler durant les années 1920, avant la présence définitive d'Eva Braun. Née à Linz en 1988, elle était la fille d'Angela Hitler, demi-sœur du futur dictateur, ce qui faisait d'elle sa nièce directe. Sa vie fut marquée par la dépendance économique, la coexistence avec son oncle et une relation dont la nature reste controversée dans l'historiographie. Après l'échec du putsch de Munich et son passage en prison, Adolf entama en 1925 une nouvelle étape politique. Installé dans un appartement de la Prinzregentenplatz, à Munich, il organisa la renaissance du Parti national-socialiste. Dans ce contexte, Gélie s'installa chez lui. L'argument public était pragmatique. Adolf offrit à Angela un poste de gouvernante à Obersalzberg, tandis que Gélie, à 10 à 7 ans, s'installerait à Munich pour suivre une formation de chant.
La proximité familiale et la tutelle d'Adolf justifièrent cet arrangement, même si des commentaires sur le type de relation qu'ils entretenaient ne tardèrent pas à surgir. Julie participait à des activités sociales, accompagnait son oncle en voyage et apparaissait avec lui sur des photos. Sa présence contrastait avec l'image publique d'Adolf, célibataire et exclusivement engagé en politique. Dans le contexte nazi, cette cohabitation ne passait pas inaperçue. Les témoignages contemporains concordent pour souligner qu'Adolf exerçait un contrôle strict sur la vie de sa nièce. Il réglementait ses amitiés, limitait ses sorties et surveillait ses relations personnelles. Lorsque Julie manifesta son intérêt pour des relations sentimentales, les conflits devinrent apparents. Un cas documenté fut sa relation avec Emil Maurice, chauffeur d'Hitler et membre fondateur de la SS. Après l'avoir découvert, Adolf interdit tout contact et, bien qu'il ait maintenu Maurice au sein du parti en raison de sa loyauté passée, interrompit toute approche avec Julie. La nièce demeura dans un état de dépendance. Elle manquait d'autonomie économique et vivait sous la surveillance directe de son oncle. Ce contrôle, justifié par une protection, l'empêchait en pratique de mener une vie indépendante. Cette situation suscita des spéculations sur l'existence d'une relation plus étroite qu'acceptable entre les deux. Certains critiques du nazisme, comme Konrad Hayden, évoquèrent des connotations sexuelles. D'autres, comme Otto Strasser, y ajoutèrent des accusations de caractère sadique. Aucune de ces affirmations ne fut confirmée de manière concluante, mais elle montre que ce lien était perçu comme anormal, même à son époque. Le 10 à 8 septembre 1931, Julie Robal fut retrouvée morte dans l'appartement de la Prinzregentenplatz. Elle avait 23 ans. La cause officielle du décès fut un coup de feu tiré avec l'arme personnelle d'Adolf. Le rapport de police conclut au suicide, bien que les circonstances restent sujettes à caution. Les jours précédents, Julie avait manifesté son désir de s'installer à Vienne pour poursuivre ses études de chant contre la volonté de son oncle. Adolf se trouvait à Nuremberg lorsque les faits se produisirent et revint immédiatement après avoir appris la nouvelle. Dès le début, des versions alternatives circulèrent. Certains parlaient d'un crime dissimulé, d'autres d'un suicide résultant de la pression d'une vie sous surveillance constante. Le dossier fut rapidement classé et le Parti national-socialiste se chargea de minimiser les répercussions publiques. La presse traita à peine l'affaire et le nom de Julie disparut rapidement des comptes rendus officiels. L'impact sur Adolf fut notoire. Il suspendit ses activités pendant des mois, se retira de la vie sociale et garda la chambre de Julie à Obersalzberg intacte pendant des années. La mort de sa nièce marqua un tournant dans sa vie privée. Dès lors, ses relations sentimentales furent marquées par le secret et la subordination. Eva Braun, sa future compagne, resta toujours discrète, sans présence politique ni exposition publique significative. La perte de Julie eut également des conséquences familiales. La relation d'Adolf avec Angela Hitler, la mère de la jeune femme, se détériora irrémédiablement. Bien qu'il ne lui ait jamais reproché quoi que ce soit, ni ne l'ait accusé, le lien entre eux se refroidit jusqu'à disparaître, coïncidant avec le départ d'Angela du cercle familial du Berghof. Sur le plan politique, cet épisode a renforcé la représentation propagandiste d'Adolf comme un dirigeant célibataire dévoué à l'Allemagne. Après la mort de Julie, le récit officiel a insisté sur le fait qu'il avait renoncé à sa vie privée pour se consacrer entièrement au parti. La propagande nazie a transformé cette image en un outil de légitimation, présentant son célibat comme un sacrifice. Des décennies plus tard, les historiens ont continué d'examiner les documents de police et les témoignages indirects, sans parvenir à établir des conclusions différentes du verdict initial. La figure de Julie est restée reléguée aux biographies et aux études sur la vie privée du dictateur, sans apparaître dans la documentation officielle du régime. La façon dont elle a été réduite au silence montre comment le nazisme a géré les informations personnelles de son dirigeant, effaçant tout élément susceptible de porter atteinte à l'image de discipline et de dévouement absolu. La vie et la mort de Julie Robal constituent un épisode singulier de l'histoire de la famille Hitler. Elles illustrent l'intersection entre le domestique et le politique, entre la vigilance intime et la construction publique d'un leader. Bien que les archives officielles aient classé l'affaire, la controverse n'a jamais disparu,
et son nom demeure une référence incontournable pour comprendre les liens familiaux qui entouraient Adolf Hitler durant les années de son ascension. La maîtresse invisible, Eva Braun, et le pacte de silence. Eva Braun occupe une place particulière dans l'histoire du Troisième Reich. Contrairement à Geli Raubal, dont la relation avec Adolf Hitler prit fin brutalement en 1931, elle resta à ses côtés pendant plus d'une décennie, des années de consolidation politique jusqu'à ses derniers jours dans le bunker de Berlin. Sa vie se déroula dans l'invisibilité publique, dans une relation marquée par la subordination et une loyauté maintenue jusqu'au bout. Née à Munich en 1912, fille d'un instituteur et d'une mère dévouée aux tâches ménagères, Eva reçut une éducation catholique et une formation de base en commerce. À 10 à 7 ans, elle commença à travailler comme assistante au studio photographique d'Heinrich Hoffmann, photographe officiel du Parti national-socialiste. C'est là qu'elle rencontra Adolf Hitler en 1929, lors d'une simple visite au studio. Il avait 40 ans, elle à peine 10 à 7. Les rencontres ultérieures s'intensifièrent progressivement et, avec le temps, Eva entra dans le cercle intime du futur dictateur. Dès le début, la relation fut marquée par l'inégalité. Hitler maintint son image publique de dirigeant célibataire, entièrement dévoué à la politique, et évitait toute mention de sa compagne dans les actes officiels ou dans la presse. Eva n'apparut ni aux cérémonies diplomatiques, ni aux réunions publiques. Son rôle se limitait à la sphère privée, connue uniquement de ses proches collaborateurs. Le manque de reconnaissance a engendré des tensions. En 1932, Eva a tenté de se suicider par balle, mais elle s'en est vite remise. En 1935, elle a réitéré le geste en ingérant une surdose de somnifères. Ces deux épisodes ont reflété sa frustration face à l'invisibilité imposée par Hitler. Sa réponse a été de lui garantir compagnie et stabilité matérielle, sans modifier la dynamique de dissimulation. Malgré cela, Eva accepta de poursuivre leur relation. Le Berghof, la résidence alpine d'Hitler à Obersalzberg, devint son espace quotidien. Elle y mena une vie confortable, ses loisirs étant centrés sur la photographie, le cinéma amateur et les rencontres privées avec les épouses de dirigeants et de militaires. Nombre des images privées du cercle intime proviennent de ces appareils photos, ce qui fait d'elle une source involontaire de documentation sur la vie privée d'Hitler. L'isolement était pourtant évident. Eva ne participait pas aux décisions politiques et n'avait pas accès aux discussions stratégiques. Ses activités se limitaient à ses loisirs, tandis que la propagande renforçait l'image d'Hitler comme un homme sans vie privée. La séparation entre vie privée et vie politique était stricte et permanente. Pendant la guerre, son rôle ne changea pas. Elle passa de longues périodes au Berghof, avec des visites occasionnelles à Berlin. Elle ne chercha jamais à jouer un rôle majeur, ni à occuper une place dans l'appareil du régime. Après l'attentat manqué du 20 juillet 1944, la méfiance d'Hitler envers ses collaborateurs s'accentua, mais Eva ne fut pas remise en question. Dans une correspondance privée avec des amis, elle exprima sa décision de rester à ses côtés, même dans les circonstances les plus difficiles. En janvier 1945, elle se rendit à Berlin et s'installa dans le bunker de la chancellerie, où elle resta jusqu'à la fin. Là, elle conserva ses habitudes domestiques, s'efforça de préserver une apparence de normalité et accompagna Hitler dans ses derniers mois de détention. Le 29 avril, ils contractèrent un mariage civil lors d'une cérémonie intime, avec Joseph Goebbels et Martin Bormann comme témoins. Le lendemain, 30 avril, ils se suicidèrent tous deux. Eva ingéra du cyanure, tandis qu'Hitler combina le poison avec un projectile. Leurs corps furent incinérés dans le jardin de la chancellerie sur ordre du dictateur lui-même. Le dernier geste d'Eva était cohérent avec le rôle qu'elle avait joué tout au long de sa vie adulte, restée discrète et affichant une loyauté absolue envers Hitler. Contrairement à d'autres femmes du régime, comme Magda Goebbels, elle ne s'est jamais vue attribuer de fonctions politiques ni de responsabilités au sein de l'administration du Troisième Reich. Son importance historique se limite à sa compagne intime du dictateur durant les années décisives. Lors du procès de Nuremberg, elle fut à peine mentionnée. Pendant des décennies, sa figure resta reléguée aux notes marginales des biographies d'Hitler. Seule l'ouverture des archives et la publication de journaux intimes et de photographies permit de reconstituer sa vie quotidienne au Berghof et dans le bunker.
Ces documents montrent une femme soumise à l'environnement du dictateur, sans ambition politique et consciente de l'invisibilité qui accompagnait son rôle. La vie d'Eva Braun reflète la manière dont le cercle privé d'Hitler était organisé selon le principe du silence et du renoncement à toute projection publique. Elle accepta ce destin et le porta jusqu'à ses ultimes conséquences, scellant par sa mort l'aboutissement d'une relation délibérément cachée à la société allemande. Les héritiers niais, des enfants qui ont choisi de ne pas naître. Le patronyme Hitler, né d'une modification d'état civil au XIXe siècle, n'a perduré que pendant 2 générations. La défaite allemande de 1945, ajoutée à la charge symbolique du nom, a déterminé les descendants à opter pour le silence, l'anonymat ou à renoncer délibérément à perpétuer la lignée. Parmi eux, on distingue différentes trajectoires. Celle du neveu, Heinz Hitler, tombé au combat, celle des enfants d'Angela Hitler, qui ont mené une vie discrète en Autriche, et celle des descendants de William Patrick aux États-Unis, dont la décision de ne pas fonder de famille a entraîné l'extinction de la branche la plus visible. Heinz Hitler naquit en 1920, fils d'Alois Hitler Jr. et de sa seconde épouse, Hedwig Heidemann. Contrairement à son demi-frère William Patrick, élevé en Angleterre, Heinz grandit en Allemagne et adopta fermement l'idéologie du régime. Après une formation dans des institutions militaires, il entra dans la Wehrmacht et atteignit le grade de lieutenant d'artillerie. En 1942, il fut capturé sur le front de l'Est par l'armée rouge et transféré dans un camp de prisonniers. Les soviétiques le soumettirent à des interrogatoires intensifs, conscients de sa parenté avec Adolf Hitler. Il refusa de collaborer et mourut en captivité la même année, probablement sous les mauvais traitements. Sa mort passa inaperçue en Allemagne, où le régime s'abstint de la diffuser par crainte de la propagande ennemie. Il représente le cas d'un proche resté fidèle au nazisme jusqu'au bout. Leo Rudolf Robal Jr., né en 1966, était le fils d'Angela Hitler et le neveu direct d'Adolf. Il étudia le génie chimique et mena une vie éloignée de la politique jusqu'à ce que la guerre le rattrape. Pendant la campagne de Stalingrad, en 1943, il fut mobilisé comme officier de la Luftwaffe et fut fait prisonnier par les soviétiques. Son statut de neveu d'Hitler faisait de lui un détenu spécial. Des documents ultérieurs suggèrent que Staline envisagea un échange contre le maréchal Friedrich Paulus, capturé à Stalingrad, mais cette proposition ne se concrétisa pas. Léo resta en captivité en Union soviétique jusqu'en 1955, date à laquelle il revint dans le cadre d'un accord géré par le chancelier Konrad Adenauer pour le rapatriement des prisonniers de guerre. Il vécut ensuite à Linz et se consacra à l'enseignement. Il eut un fils, Peter Robal, né en 1939, qui devint ingénieur et n'eut pas de descendance, ce qui ferma la branche familiale. Elfriede Robal, sœur de Léo et Gélie, naquit en 1910. Mariée à Ernst Hocheger, elle mena une vie discrète en Autriche. Ils eurent un fils, Heiner, né en 1945, qui suivit également une formation d'ingénieur. Lui non plus n'eut pas d'enfant, ce qui marqua l'extinction biologique de la lignée Robal. Elfriede mourut en 1993 sans avoir été connue du public. La branche la plus connue de l'après-guerre était celle de William Patrick, neveu d'Adolf et fils d'Alois Jr. Après avoir émigré aux États-Unis, il adopta le nom de famille Stuart Houston. Il y épousa Phyllis Jean-Jacques et eut 4 enfants, Alexander, Louis, Howard et Brian. Les frères grandirent à Long Island et menèrent une vie réservée. Alexander, l'aîné, étudia l'histoire et accorda une brève interview en 2000, niant tout pacte formel de non-descendance, tout en confirmant qu'aucun n'avait fondé de famille. Howard mourut en 1989 dans un accident de voiture. Les 3 autres sont toujours en vie, se consacrant à des professions techniques et administratives, toujours à l'écart de l'attention des médias. La rumeur d'un accord visant à éteindre la lignée circulait depuis les années 1970, propagée par des journalistes allemands à partir de témoignages indirects. Elle n'a jamais été confirmée, mais l'absence de descendants a fait de cette décision une réalité. Dans la génération Stuart Houston, la possibilité d'une continuité biologique du nom de famille a disparu.
Le point commun à tous les descendants était la disparition volontaire de l'espace public. Si certains enfants de dirigeants nazis accordaient des interviews, participaient à des débats ou publiaient leurs mémoires, les proches d'Hitler choisissaient le silence. La singularité du patronyme, indissociable de la figure du dictateur, rendait toute tentative de normalisation impossible. Entre la mort de Heinz en 1942 et celle d'Elfried Robal en 1993, la disparition progressive des branches familiales en Europe s'est achevée. Avec la génération Stuart Houston aux États-Unis, ce processus a pratiquement atteint son terme. On ne connaît aucun descendant portant le nom de famille Hitler ni ne le revendiquant publiquement. L'extinction de la lignée a été la conséquence de choix personnels, changer de nom, vivre dans l'anonymat ou renoncer à sa descendance. La lignée éteinte, le nom de famille qui s'est effacé du monde. La famille Hitler, née d'un changement d'état civil en 1876, disparut moins d'un siècle après la chute du Troisième Reich. Le patronyme fut éteint non par une intervention militaire ni par des décisions judiciaires, mais à la suite de décisions privées visant à effacer toute continuité identifiable. Il s'agit d'un cas singulier dans l'histoire des familles liées au pouvoir politique. Une lignée qui s'est dissoute volontairement, poussée par l'impossibilité de porter un héritage symbolique sans précédent. Tandis que les descendants d'autres dirigeants nazis continuaient de vivre sous les mêmes noms ou participaient au débat public, la famille d'Adolf Hitler choisissait le silence et le retrait. Paula, sa seule sœur biologique, demeura dans l'anonymat jusqu'à sa mort en 1960. Angela, sa demi-sœur, se retira après la guerre et mourut en 1949 sans laisser de témoignage écrit. Alois Junior modifia son nom de famille et mourut à Hambourg en 1956. Aucun d'eux ne chercha à être mis en avant, ni ne laissa de mémoire. La génération suivante n'a pas non plus perpétué la lignée de manière visible. Un Hitler est mort lieutenant d'artillerie dans la Wehrmacht en 1942, après avoir été capturé par l'armée rouge. Leo Robal Jr. a survécu à la captivité soviétique et est rentré en Autriche en 1955, mais son fils Peter n'a pas eu de descendance. Elfried Robal, décédé en 1993, n'a pas non plus transmis son nom de famille. Aux États-Unis, William Patrick Hitler adopta le nom de Stuart Houston et fonda une famille à Long Island. Ses 4 enfants vécurent dans la discrétion et choisirent de ne pas avoir de descendance, ce qui marqua l'extinction biologique de cette branche. Avec eux, la possibilité d'une continuité directe de la lignée fut fermée. La somme de ces trajectoires révèle un schéma uniforme, la disparition délibérée du nom de famille et du sang qui lui était associé. Ce résultat contraste directement avec les fondements idéologiques du nazisme. Le régime exaltait la pureté du sang, la transmission d'une lignée germanique et la projection de la descendance comme principe d'État. Hitler promouvait les lois sur l'héritage, réglementait les mariages et instaurait un culte de la continuité biologique. Cependant, sa propre famille se dissolvait en silence, évitant de perpétuer un patronyme stigmatisé. Le paradoxe est évident, tandis que le dictateur tentait d'imposer au monde la nécessité de perpétuer la race, son nom de famille disparut. L'idéologie de l'hérédité biologique se heurta à une réalité. Les descendants considéraient impossible de vivre sous ce nom. L'exaltation de la continuité finit par se transformer en extinction volontaire. Le poids symbolique explique cette décision. Le nom de famille Hitler est devenu un signe universellement associé à la guerre et au génocide. Aucun membre de la famille n'a réussi à se défaire de cette association automatique. Paula, Angela et Alois ont dû faire face à la suspicion et à la marginalisation. William Patrick, même après avoir combattu dans la marine américaine contre le nazisme, a dû changer d'identité. Ses enfants ont adopté le nom de famille Stuart Houston, mais ont choisi de ne pas le transmettre. La stigmatisation s'exerçait à tous les niveaux, social, culturel et personnel. Aucun descendant ne fut poursuivi pour crimes de guerre, mais tous furent emprisonnés dans la mémoire collective. La culpabilité par le sang, inexistante juridiquement, fonctionnait comme une condamnation sociale incontournable. Le silence était la stratégie courante. Ne pas écrire de mémoire, ne pas accorder d'interview, ne pas intervenir dans le débat public. Le contraste avec les descendants d'autres dirigeants nazis est évident. Si certains enfants de Göring
où Himmler acceptait de participer aux discussions sur la mémoire historique, les proches d'Hitler disparaissaient. La singularité du patronyme rendait toute tentative de normalisation impossible. Le nom de famille ne survit que comme symbole historique. Il n'existe plus ni chez les descendants vivants, ni dans les branches collatérales reconnues. Sa présence se limite aux archives, aux documents et aux études. Dans l'imaginaire collectif, il a cessé d'être associé à des personnages concrets pour devenir synonyme de dictature et de destruction. La décision d'éteindre la lignée renforce ce caractère. Le nom de famille Hitler ne pouvait avoir de continuité hors de l'histoire. Le dernier paradoxe réside dans le fait qu'à la disparition de la famille, le patronyme a été complètement dépersonnalisé. Il est passé de la désignation d'un groupe familial à un concept absolu, détaché de tout héritage biologique. Ce passage du privé au symbolique distingue ce cas d'autres lignées politiques. Le dernier porteur connu du patronyme est décédé au début du XXIe siècle et il n'existe aucune trace de nouvelle génération l'ayant revendiqué. Il ne reste qu'un nom transformé en avertissement historique déjà séparé de tout lien familial.